Paris, carrefour de deux civilisations, orientale et occidentale. L'objectif d'ici Paris est de supprimer tout préjugé, souvent erroné, et de mettre en exergue les points communs qui relient les valeurs de ces deux mondes, musicalement, socialement, historiquement, philosophiquement, politiquement, etc. Paris est le centre du monde, de la culture et des brassages linguistiques, théologiques, traditionnels et du savoir. C'est la ville des Lumières, d'où le nom de l'émission. Bienvenue sur les ondes de RVVS, l'émission hebdomadaire, tous les mardis de 10h à 11h. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet inédit dans l'émission Ici Paris. Des animaux de compagnie qui occupent une place de plus en plus importante. En France, les statistiques indiquent le chiffre de 75 millions d'animaux domestiques alors qu'on n'est que 65 millions d'habitants. Un animal domestique est un animal élevé par l'homme pour son bénéfice ou son plaisir. Les animaux domestiques ont été sociabilisés à partir d'animaux sauvages, et historiquement pour l'élevage, le travail et le gardiennage, puis comme animal de compagnie avec les chevaux, les chiens et les chats. Dans cette émission, nous parlerons que de ces deux derniers types d'animaux, à savoir les chiens et les chats. L'émission s'intitule « Dans la peau des chiens et chats ». Alors, comment ça se passe, cette cohabitation avec l'homme, sachant que le chien, comme le chat, possèdent leur comportement, leur angoisse et leur colère, et leur, bien sûr, agressivité. La psychologie qui étudie le comportement et les caractéristiques des animaux s'appelle le comportementalisme animalier. Et le spécialiste chargé de l'étude du comportement et l'analyse de la relation entre l'animal et son maître s'appelle un comportementaliste animalier. Il analyse les influences positives ou négatives que l'homme peut avoir sur l'animal et à contrario, des influences que l'animal peut avoir sur l'homme. Son but est de rétablir une relation saine en analysant les différentes sources de problèmes. Pour comprendre le comportementalisme, nous avons au studio d'Ici Paris une comportementaliste et formatrice en santé animale. Bienvenue Dunia sur les ondes de RVVS et merci d'avoir accepté de parler à nos auditeurs de ce métier peu connu mais passionnant. Avant de te présenter, as-tu quelque chose d'abord à rajouter sur l'introduction que je viens de citer ? Merci de m'avoir convié dans cette émission dans laquelle nous allons aborder effectivement le métier de comportementaliste animalier et puis certains troubles du comportement donc chez nos animaux de compagnie. Alors, complément d'information, effectivement, ce que je peux préciser, c'est que les dernières statistiques en 2025 montrent que la France a atteint un record de 14,9 millions de félins dans les foyers français, avec une préférence pour le Maine Coon, le Sacré de Birmanie et le British Shorthair. Ensuite arrive la position du chien, avec 7,6 millions de canidés au sein de nos foyers, avec une préférence pour le berger australien, le chihuahua et le border collie. Ensuite arrivent en troisième position les oiseaux, puis les poissons et enfin les nacs, que l'on appelle nouveaux animaux de compagnie, donc qui incluent le lapin, le furet, le cochon d'Inde, etc. Donc voilà. Donc la France vraiment détient le record d'animaux de compagnie avec quasiment un foyer sur deux qui possède un animal de compagnie. Alors, une première question qui passe par la tête, comment devenir comportementaliste ? Alors déjà, il faut savoir que c'est une formation de niveau post-bac. Donc il en existe plusieurs, mais souvent ce sont des écoles privées qui vont délivrer une certification professionnelle, donc reconnue par les professionnels de la branche, et non un diplôme d'État. Alors, suivant effectivement le parcours scolaire de la personne, si elle privilégie la voie générale, donc post-bac, elle pourra faire une licence en psychologie ou une licence en biologie avec une spécialisation en éthologie.
Ensuite, si vous avez plutôt une personne qui se dirige par la voie du professionnel, donc par des études professionnelles comme un bac professionnel, alors idéalement, vous avez le bac pro conduite d'activités d'élevage et d'hébergement dans le secteur canin-félin, qu'on appelle populairement le bac élevage canin-félin. Ensuite, post-bac, puisqu'il vous faut un bac +2, faire la formation d'auxiliaire vétérinaire, par exemple. Et ensuite, une fois que vous avez votre bac +2, vous pouvez effectivement là proposer une licence professionnelle que l'on va appeler donc métier de la relation à l'animal compagnon, donc soit pour faire de la médiation, de l'éducation du comportement, qui est fait à Nanterre, par exemple, ou alors un diplôme universitaire relation homme-animal qui est fait à Paris-La Cité. Voilà, qui vont vous délivrer une licence professionnelle avec du coup un niveau bac +3. Voilà. Alors, à quel public vous vous adressez? Alors, moi, concernant effectivement les prestations que je propose, donc tout ce qui va être rendez-vous individuel, donc pour l'initiation à l'éducation, les troubles du comportement, la garde à domicile ou la formation aux propriétaires pour les chiens de catégorie, là, du coup, mon public, c'est plutôt des propriétaires d'animaux lambda, monsieur et madame tout le monde. Ensuite, avec Psycho 4 pattes, j'organise des journées de formation courtes, donc qui durent sur une journée, sur des thématiques diverses, donc comme le secourisme canin et félin, le medical training, les journées justement sur les troubles du comportement. Là, du coup, je m'adresse à un public effectivement lambda, la plupart du temps des propriétaires déjà de chiens et de chats, pour découvrir tout cet univers-là, mais également à des professionnels qui souhaitent se perfectionner dans leurs compétences, voilà, au sein de leur métier. Et vous êtes à l'écoute de l'émission Ici Paris, et donc le thème d'aujourd'hui, les chiens et les chats, et on a une invitée de marque qui s'appelle Dounia, qui est en face de moi, à qui je pose une question. Je sais que vous travaillez de concert avec les vétérinaires. Alors, quelles sont vos relations avec les associations et militants pour la cause animale? Alors, Zine, en fait, il existe environ plus de 270 associations de protection animale en France à ce jour. Après, la grosse problématique commune est le manque de financement par les dons et legs des particuliers pour pouvoir effectivement les maintenir à flot par rapport au nombre d'abandons et de réquisitions judiciaires que l'on a, notamment pour tout ce qui est cas de maltraitance. Alors, en ce qui me concerne, moi, je fais appel aux associations lorsque je dénonce des cas de maltraitance afin que l'animal puisse être pris en charge. Mais en fait, cela devient de plus en plus compliqué pour cause d'engorgement tellement important dans les refuges que malheureusement, les places sont souvent extrêmement limitées et qu'on fait souvent appel à des familles d'accueil qui vont s'organiser au mieux pour pouvoir les prendre en charge en urgence, effectivement, le temps de leur trouver une place fixe. En préparant cette émission, Dounia, souvent j'ai trouvé ces termes medical training. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, le medical training, en fait, c'est une forme de conditionnement. C'est aussi une des formations que je propose à la journée, c'est-à-dire conditionner l'animal afin d'obtenir son consentement pour pouvoir lui faire des manipulations corporelles. Alors souvent, lorsqu'on a des problématiques avec son animal, lorsqu'on l'amène en clinique, c'est-à-dire que l'animal ne se laisse pas faire, ne se laisse pas toucher par le vétérinaire, ou tout simplement les soins d'hygiène qu'on a besoin d'apporter à son animal à la maison. Donc lui laver les oreilles, lui couper les griffes. Souvent, c'est une grosse problématique au sein des particuliers, le coupage de griffes. Donc en fait, on apprend, alors idéalement, dès que l'animal est petit, donc il arrive dans son foyer d'adoption, d'avoir son consentement afin de pouvoir effectivement faire des manipulations corporelles sur lui. Voilà. Donc ça peut être très bien au niveau des soins, lorsque l'animal est blessé, que vous avez besoin de lui apporter des soins, lorsqu'il est en consultation vétérinaire, qui ne se laisse pas vacciner, toucher, etc. On apporte par le biais du conditionnement, et là je suis plutôt moi dans le conditionnement donc positif, d'accord, pour obtenir effectivement le consentement de l'animal à ce type de manipulation. Et donc, à la fin, au terme de cette formation, il y a un diplôme qui est obtenu par le bénéficiaire qui s'appelle l'ACACED, l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie et d'espèces domestiques. Alors, l'ACACED, là, par contre, c'est quelque chose encore d'à part. Alors, je reviens d'abord sur le medical training. Donc, le medical training, des journées pour apprendre à faire du medical training avec son animal.
va amener effectivement la personne qui fait la formation à avoir une attestation de formation qui stipule qu'effectivement il a eu les bases pour pouvoir effectivement le mettre en place après chez lui ou au sein de son métier, s'il fait partie des métiers animaliers. Ensuite, la CACED, c'est encore autre chose. La CACED, en fait, c'est quelque chose qui est donc géré et réglementé par l'État. Donc la CACED est un acronyme, en fait, c'est l'attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques, qui est donc là une certification professionnelle réglementée par l'État. Et en fait, c'est une formation de quelques jours qui est proposée aux personnes souhaitant se reconvertir dans les métiers animaliers, mais pour lequel ces personnes-là n'ont pas fait de cursus d'études scolaires qui les amène à devenir des professionnels des métiers animaliers. Voilà, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas fait un bac en élevage canin félin, qui n'a pas fait de formation, par exemple, d'auxiliaire vétérinaire, qui n'est pas déjà en place et qui part d'un métier pour pouvoir rentrer dans les métiers animaliers. Il lui faut vraiment un socle minimum, puisque nous travaillons sur du vivant. Donc, on ne peut pas, comme ça, sans formation, travailler directement sur du vivant. On a quand même des vies entre les mains. Donc, c'est une formation qui dure quelques jours avec un QCM à la fin qui donne cette certification professionnelle. Et cette certification professionnelle aidera le futur professionnel à rentrer dans les métiers animaliers parce que c'est un examen qui est demandé lors de la constitution d'un dossier pour ouvrir une entreprise animalière. Donc, vous allez en avoir besoin pour faire de l'élevage de chiens et de chats, par exemple, pour gérer une fourrière, gérer un refuge, devenir taxi animalier, qui est un métier en devenir, ouvrir une pension animalière ou tout simplement faire de l'éducation canine. Voilà. RVVS 96.2, émission Ici Paris. Oui, ici Paris, tous les mardis de 10h à 11h. J'espère que Nino Ferrer a retrouvé son chien. Sinon, il y a une formatrice dans le studio qui peut analyser son comportement et lui donner les solutions pour qu'il ne se sauve plus. Voilà, c'est dit. C'est Dunia qui est avec nous au studio, qui va nous parler des animaux domestiques. Et là, avant de parler des rubriques des faits divers, je voudrais aussi continuer à poser des questions, mes questions à moi, et après on va passer à des questions des auditeurs. Alors, à travers ce que tu disais, Dunia, tu comparais parfois l'animal à l'humain. L'humain, il bénéficie de certains avantages, comme par exemple la couverture sociale. Est-ce qu'il existe une sécurité sociale, par exemple, pour les animaux domestiques ? Alors en fait, non, on n'a pas de couverture sociale pour les animaux de compagnie, ni même domestiques, mais par contre, il existe des mutuelles qui fonctionnent comme celles souscrites par les humains. Donc pour le remboursement de certains actes vétérinaires, donc par exemple les vaccins, les stérilisations, les castrations et tout ce qui va concerner la bobologie, la radiologie aussi. Voilà. Donc oui. Alors bien entendu, ces mutuelles sont facultatives, elles sont à l'initiative des propriétaires. Et donc souvent, on a 3 forfaits qui sont proposés, comme pour nous en fait, le forfait de base, le forfait intermédiaire, le forfait premium. Mais bon, après ça, c'est en fonction du panier budgétaire de chacun. Voilà. Donc il est quand même souvent intéressant de pouvoir bénéficier d'une mutuelle, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, la tarification des soins vétérinaires est assez importante quand même. Voilà, mais nullement obligatoire en tout cas. En parlant justement de maladies, alors peux-tu nous expliquer quels sont les différents types de traumatismes que subit un animal domestique et quels sont les moyens pour y remédier ? De toute façon, nos animaux, ils peuvent souffrir de différents types de traumatismes comme ceux rencontrés par un humain. Donc on a les traumatismes physiques, émotionnels, psychologiques, psychiques. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nos animaux, ils sont protégés normalement par les 5 libertés individuelles et fondamentales qui ont été créées par l'Organisme mondial de la santé animale. Alors, je vais vous les dire, ces 5 libertés. Vous avez l'absence de faim, de soif et de malnutrition. Vous avez l'absence de peur et de détresse. L'absence de stress physique et même thermique. L'absence de douleur, de lésions et de maladies. Et enfin, la dernière, et non des moindres, la liberté d'expression d'un comportement normal lié à son espèce. Donc son environnement doit être effectivement adapté à son espèce. Il doit effectivement être en groupe si c'est un animal social, etc. Voilà. Alors, ensuite, quels sont les moyens pour y remédier ? Alors, malheureusement, en France, on a des sanctions qui existent, mais qui sont trop peu souvent appliquées.
Donc, je vais vous donner un exemple. Suivant les sanctions, on varie entre 750 € d'amende pour le manquement, par exemple, d'une de ces 5 libertés que je viens de citer. On a, pour les abandons sauvages, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Après, tout ce qui va être acte de cruauté et de tuerie, on est sur 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, malheureusement, en France, on applique très peu les sanctions, ce qui est bien dommage. Maintenant, comment y remédier ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2015, d'accord, les animaux ont un code civil, c'est-à-dire qu'ils sont représentés, d'accord, parce que maintenant, ils sont considérés comme des êtres doués de sensibilité, même si au niveau du code rural, malheureusement, ils restent encore considérés comme des biens meubles. Mais là où je veux en venir, c'est que comment y remédier à tous ces traumatismes, c'est que maintenant, on a des recours. Donc, de nouveaux horizons sont immergés, comme celui-là d'avocat en droit animalier. C'est-à-dire que par rapport à ce code civil qui est apparu en 2015, maintenant, certains avocats se sont spécialisés aussi en droit animalier. Ils vont représenter effectivement l'animal, donc dans certaines situations, donc au niveau de leur mauvais statut de conditionnement et d'hébergement, au niveau de leur santé, au niveau des dommages qu'ils sont susceptibles de subir et ou de causer. Dans les cas de divorce, et ça c'est nouveau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'avocat peut représenter l'animal dans des cas de divorce, puisque aujourd'hui, ça c'est une faille qui n'existait pas il y a encore quelques années. Les gens qui divorcent aujourd'hui peuvent se partager la garde de leur animal comme ils pourraient le faire avec un enfant. Et en dernier cas, tout ce qui va être contentieux, effectivement, lorsque le chien a mordu, par exemple, ou le chat griffé violemment. Là, on a reçu pas mal de questions des auditeurs et des auditrices de ici Paris. Oui. Et une première question d'une auditrice qui disait « Mon chat n'est pas propre et il ne fait jamais ses besoins dans sa caisse. Cela est dû à quoi ?» Alors effectivement, on peut avoir plusieurs facteurs. Alors, je vais élaborer certaines hypothèses. La première, au niveau de son âge et de sa provenance. C'est-à-dire, est-ce que c'est un chat des rues qui a été adopté au-delà de ses 6 semaines d'âge ? Car s'il a été habitué dès qu'il était tout petit à faire dans la nature, la propreté à la litière n'est pas innée, mais doit être acquise. Et l'acquisition se fait par l'apprentissage. Donc ça, c'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, si la texture de la litière n'est plus celle dont il a eu l'habitude. Il peut la bouder car en fait le chat déteste le changement d'habitude. D'ailleurs, je précise, en concernant tout ce qui va être le substrat de la litière, les chats n'aiment pas du tout les granulés qui collent aux pattes et encore moins les litières parfumées. Donc ça, c'est plus pour les humains, mais le chat déteste effectivement, ça le perturbe. Troisième hypothèse, pareillement, si la litière en elle-même a été changée. Je m'explique. Initialement, on appelle les toilettes de maison donc les litières avec couvercle. Ce qui stipule que lorsque l'animal entre dans sa litière, il est complètement à l'abri des regards indiscrets pour pouvoir faire ses besoins. Voilà. Si cette litière a été changée et que maintenant c'est un bac sans couvercle, d'accord, ça peut effectivement l'incommoder. Et inversement, s'il a eu l'habitude effectivement d'avoir une litière sans couvercle et que du coup maintenant il a une nouvelle litière avec couvercle, il peut avoir ce sentiment de confinement qui le met dans une situation d'inconfort et du coup lui donner envie d'aller faire de la malpropreté en extérieur. Alors, autre hypothèse, la litière est accolée à sa zone alimentaire. Alors, il faut savoir que le chat délimite effectivement des zones bien spécifiques et qui, pour certaines, ne peuvent pas être proches l'une de l'autre. Le chat n'aime pas du tout éliminer proche de sa zone où il prend ses repas. Voilà. Autre hypothèse, on peut également avoir un chat qui sent que sa litière n'est pas assez régulièrement changée, nettoyée. On connaît l'hygiène du chat. Il est très, très, très susceptible à ça. Et s'il estime que sa litière n'est pas suffisamment changée, il n'aura pas envie d'aller refaire ses besoins dans une litière préalablement souillée. Donc ça l'incitera effectivement à aller faire ses besoins ailleurs. Alors pour répondre à cet auditeur ou cette auditrice, qu'est-ce que je peux lui conseiller ? Si son chat ne va plus du tout à la litière, évidemment, le but, c'est d'aller l'amener à la litière. Donc ça, c'est un travail qu'elle va devoir mettre en place. Il faut souvent attirer le chat par l'odeur. Alors, on a plusieurs odeurs qui vont attirer particulièrement le chat. Donc, on a la javel pure ou l'ammoniac. Alors là, par exemple, on peut mettre quelques gouttes de javel pure ou d'ammoniac dans un spray
et ensuite diffuser ça dans la litière. Alors par contre, je précise qu'il faut bien brasser la litière après. N'oublions pas que la javel pure ou l'ammoniac sont des produits potentiellement dangereux. D'accord ? Donc il faut bien brasser la litière. Voilà, vous avez l'olive. Le chat adore particulièrement l'odeur de l'olive. L'huile d'olive. Ah oui, l'huile d'olive aussi. Tout ce qui concerne l'olive, oui. ça rend dingue. Alors on va pas mettre de l'huile d'olive dans la litière parce qu'au prix de l'huile d'olive, voilà. Mais l'odeur de l'olive. Mais l'odeur de l'olive. Alors, Ouais. par contre, avec des moyens moindres, d'accord, vous pouvez conserver le jus d'olive dans un bocal, d'accord. Ensuite, mettre le contenant du jus d'olive, excusez-moi, donc dans un spray et vaporiser effectivement le jus d'olive sur la litière. Voilà, ça, il va particulièrement apprécier. Ensuite, si vous avez affaire à un chat qui est particulièrement stressé, vous pouvez vous procurer des phéromones d'apaisement, comme la marque Feliway, par exemple, qui sont des odeurs qui vont apaiser l'état émotionnel de l'animal, d'accord ? Donc, en vaporiser autour de la litière afin qu'il n'en ait plus peur. Parce que s'il ne connaît pas du tout la litière, il va avoir peur de rentrer à l'intérieur de la litière parce qu'il ne sait pas s'il y a un danger à l'intérieur. Et enfin, dernière possibilité que moi j'utilise particulièrement, notamment quand je fais des ateliers chats qui sont particulièrement stressés, j'utilise la catère. La catère, c'est une plante spécifique qui a une odeur extrêmement euphorisante pour le chat. On l'appelle même, entre guillemets, le CBD du chat. Mais on peut la trouver où ? Alors, cette herbe à chat ou cette menthe au chat, suivant comment les gens l'appellent, en tout cas, la plante s'appelle la catère. Vous pouvez en trouver sur les sites marchands sur Internet, en animalerie. Alors, on la trouve sous différentes formes. Vous pouvez l'avoir en spray, en liquide. Vous pouvez aussi avoir directement la catère en herbe séchée. Voilà. Ouais. Et vous pouvez aussi en avoir en herbe à mâcher. Voilà. Donc ça, moi, par rapport à la litière, pour répondre à cette auditrice, je privilégierais la version liquide et pouvoir effectivement en vaporiser, comme du Feliway par exemple, à l'intérieur de la litière, pour attirer l'animal et qu'il surtout se sente serein et apaisé afin de pouvoir éliminer à l'intérieur de la litière. Voilà. Alors bien entendu, ça ne va pas se régler en une fois. On est d'accord. C'est sur plusieurs fois. Il faut être patient. Il ne faut pas disputer l'animal. Ça ne sert à rien parce qu'en fait, il ne sait pas initialement qu'il doit faire ses besoins à cet endroit-là. S'il a eu évidemment l'habitude de faire dans la nature. Et on continue les questions des auditeurs et auditrices de Ici Paris. Là, j'ai une question de Mantes-la-Jolie, une auditrice, qui dit « Que faire quand le chien se lasse de ses croquettes et ne veut plus les manger ? On a essayé de les changer, ça a marché, mais après quelques jours, il s'en lasse et on n'en peut plus. Est-ce nécessaire de lui changer ses croquettes malgré qu'elles conviennent bien à son métabolisme ou c'est juste un caprice ? Dans ce cas, que faire ? Alors, la première chose à faire, c'est de déterminer effectivement si c'est un problème médical ou comportemental. Donc idéalement, je conseillerais à cette personne d'aller d'abord consulter un vétérinaire pour écarter tout problème médical avant de considérer les aspects comportementaux. D'accord ? Alors moi, bien sûr, comme c'est mon métier, je vais plutôt développer les aspects comportementaux, enfin en tout cas les hypothèses, attention, les hypothèses. Donc on peut avoir effectivement une bouderie au niveau des croquettes si le chien a régulièrement accès à des gourmandises humaines ou à des restants alimentaires humains. Du coup, effectivement, ces croquettes, il les trouvera insipides en comparaison. Donc il voudra effectivement que de l'alimentation humaine. Ensuite, autre possibilité, l'endroit où sa gamelle est disposée. En fait, il faut savoir que les animaux aiment pouvoir manger tranquillement, donc en dehors de toute agitation. Donc, observez si déjà au préalable, les prises alimentaires sont prises à des moments où c'est des heures d'agitation autour de lui, c'est-à-dire, je ne sais pas, des enfants turbulents qui reviennent de l'école, la préparation du repas, où il y a beaucoup d'allées et venues dans la cuisine, par exemple, qui peut perturber effectivement sa tranquillité à pouvoir manger tranquillement. Ensuite, il faut déterminer si votre chien n'a pas d'appétit du tout ou si celui-ci sélectionne divers aliments que vous lui proposez. Ce n'est pas pareil. Suivant la qualité également des croquettes qui sont données, elles n'offrent pas toutes une composition parfaitement digestible et nutritive et parfois ça va s'accompagner de symptômes d'inconfort, soit digestifs ou cutanés. Alors dans les troubles digestifs, il faut observer effectivement si vous avez des selles qui ne sont pas qualitatives, donc des crottes avec un aspect anormal, d'une couleur anormale. Surveillez également ce qu'on appelle les borborigmes. Donc ça, c'est les petits gargouillis effectivement au niveau du ventre.
Vérifiez effectivement si votre animal a plus ou moins de flatulences, d'accord? Donc, si les flatulences sont augmentées, c'est qu'effectivement, on a un problème digestif. Ensuite, vous pouvez avoir tout ce qui va être symptômes cutanés, donc grattage intense, rougeur, etc. Voilà. Donc, au niveau des croquettes, déjà, il faut éviter les croquettes qui vont être riches en céréales. D'accord? Donc, les céréales, quand elles apparaissent en premier ingrédient principal sur les paquets de croquettes, déjà, ça, c'est pas bon. Il faut privilégier les paquets de croquettes où la viande ou le poisson sont les ingrédients principaux. Voilà, ça, c'est très, très, très important. Maintenant, s'il a un petit appétit, qu'il n'est pas gourmand de nature, vous pouvez vous aussi ajouter un aliment humide mélangé à ces croquettes. Donc ça, c'est très, très, très connu, faire ce qu'on appelle des gamelles mixtes. Donc, vous pouvez rajouter un petit suisse, vous pouvez rajouter certains fromages, alors pas tous, parce que bon, effectivement, il ne faut pas faire grossir non plus l'animal plus que de raison, mais je vais vous donner l'exemple d'un fromage, la concoyote, qui est très peu gras, qui est très appétante et qui se marie bien avec les croquettes. Ensuite, vous pouvez ajouter des haricots verts ou des courgettes, etc. Enfin, quelque chose qui donne de l'appétence à la gamelle. Et puis, par exemple, on est en hiver. En ce moment, on a des températures qui sont en dessous de 0. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile de saumon. Donc ça, l'huile de saumon, ils adorent. Les chats, c'est pareil. C'est très, très, très appétant. Et en plus, ça participe à un beau pelage en hiver. Voilà, donc ça, ce sont des astuces. Voilà. Mais en premier lieu, effectivement, déterminer si c'est un problème médical ou si c'est juste un problème comportemental. Voilà, tout simplement. Mais là, malheureusement, je ne peux pas aller plus loin. Voilà. Déjà, voir ça et ensuite tester les différents exemples que j'ai proposés. Voilà. Savoir si vraiment l'animal n'a pas du tout d'appétit ou si en fait il en a. Il est gourmand, mais il va sélectionner les aliments. Dans ces cas-là, c'est que les croquettes que vous lui proposez, effectivement, ne sont pas assez appétantes. Et dans ces cas-là, après, vous pouvez aussi également vous rediriger vers une gamelle ménagère. Donc là, la gamelle ménagère, c'est vraiment les glucides, les protéines et les lipides apportés par des gamelles qui sont faites par l'humain. Donc de la viande, des légumes et une partie féculent. Voilà. C'est très bien. J'espère que ces conseils précieux sont utiles pour nos auditeurs. Là, j'ai une question d'une auditrice de Chenevière qui pose la question suivante. Est-ce normal qu'un berger allemand d'1 an aboie constamment quand il est dans le jardin, dès qu'il entend un bruit? Que faire pour qu'il réduise ses aboiements? Alors, initialement, il faut savoir que le berger allemand, déjà, est un chien utilisé comme un chien de troupeau, parce qu'il appartient au groupe 1 de la Société centrale canine. Ensuite, on s'en est énormément servi comme chien d'utilité, donc auprès de la gendarmerie, à l'époque, chien de guerre, chien de pistage, chien de sauvetage. On l'a même utilisé comme chien de guide aveugle avant qu'on privilégie effectivement tout ce qui va être labrador et golden retriever. Donc en fait, c'est un chien qui est doté d'un tempérament et d'un caractère extrêmement vif, actif et travailleur. Il n'est pas du tout adapté à une vie sédentaire. Donc là, effectivement, je vais donner mon point de vue sans jugement par rapport effectivement à cette auditrice, mais en fait, c'est un chien sportif qui va donc avoir besoin d'espace et d'exercice. Alors, il est tout à fait capable de s'adapter en ville, voire même en appartement, mais par contre, pour qu'il soit équilibré, il doit bénéficier de promenades quotidiennes et également d'activités qu'on dit cognitives, c'est-à-dire lui faire travailler son cerveau. D'accord ? Les chiens supportent très très mal la solitude et n'aiment pas rester confinés à longueur de journée, donc aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Si tel est le cas, en fait, sa frustration liée au confinement de tourner en rond dans son jardin fera de lui un chien avec un comportement qui va donc être modifié par un manque de stimulation. Donc ces aboiements intempestifs marquent certainement un ennui profond et en fait sa seule distraction est de se faire remarquer d'autrui dès qu'une action se déroule sous ses yeux et qu'il ne peut malheureusement pas y participer. Donc la problématique des aboiements en extérieur est souvent liée effectivement à un chien qui vit constamment sans sortie dans le jardin et de ce fait, son monde propre, son Umwelt, va s'arrêter effectivement au portail ou au grillage du pavillon et au-delà de cette zone, le monde lui est parfaitement inconnu. Donc il faut impérativement sortir effectivement l'animal de son contexte quotidien du jardin, qu'il connaisse son quartier, qu'il connaisse les odeurs du quartier et notamment les odeurs de ses autres congénères, donc de ses compagnons chiens, qu'il puisse avoir des rencontres sociales, qu'il puisse également marquer sa présence notamment par les urines, puisqu'on sait que le sens premier du chien est l'olfaction.
et donc ça, il faut le respecter, qu'il se socialise également avec les gens, avec les autres chiens, et également dans son environnement qui l'entoure. Donc voilà, qu'il sache effectivement qui est la personne d'en face, où sont les chiens du quartier, etc. Parce qu'en fait, un chien bien socialisé est un chien qui va donc être équilibré, et qui ne va aboyer uniquement que pour signaler un danger immédiat. Voilà. Donc c'est pas normal effectivement ce comportement d'aboiement intempestif. C'est que l'animal s'ennuie profondément, certainement, et que du coup il faut l'accompagner, il faut lui donner une vie sociale. Voilà. Alors, on se pose la question, Dunia, si quelqu'un fait appel à vous, comme cette dame-là, qui est effectivement à ce berger allemand qui n'arrête pas d'aboyer, qu'est-ce que vous apportez si elle fait appel à vous pour venir vraiment analyser le comportement de ce berger allemand? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, bien sûr, je me déplace à domicile. En fait. Alors, les techniques, en fait, au départ, je me déplace. De toute façon, je ne fais que des visites à domicile parce que je n'ai pas de locaux professionnels. Et moi, j'aime bien arriver chez les gens, de voir l'animal évoluer dans son quotidien, dans son environnement au quotidien. Je parle beaucoup. Alors, en règle générale, mon premier rendez-vous dure une matinée, dure entre 3 et 4 heures. J'ai besoin de bien discuter avec la personne, de son mode de vie, de ses habitudes avec son animal, de ce qu'elle attend effectivement de son animal, de voir son animal évoluer, les modes de vie, voilà, les routines au quotidien, pour pouvoir effectivement commencer à dresser un schéma de ce qui a amené ce comportement modifié chez l'animal. Voilà. Donc, on connaît grosso modo, alors c'est sans jugement de ma part, Après, ce sont des faits, je fais des constats, c'est que les troubles du comportement liés aux chiens de jardin est souvent mentionné. En fait, depuis des années, on privilégie, à chaque fois, on favorise les gens avec pavillon, avec jardin pour avoir un chien. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chien, il est comme l'humain. C'est un être social qui a besoin d'interagir avec ses congénères. Il a besoin de vivre en collectivité. Il n'est pas du tout comme le chat qui est plutôt solitaire et indépendant et qui va privilégier sa solitude dans son territoire. Donc, malheureusement, les gens pensent que du fait qu'ils sont en pavillon avec jardin, ils n'ont pas besoin de sortir leur animal parce qu'il a le jardin. Mais en fait, c'est faux. Le chien le vit exactement comme nous, on a vécu le premier confinement avec le Covid. Voilà, donc c'est au bout d'un moment, l'environnement du jardin est pauvre en stimuli, il n'a pas de contact avec ses congénères, le peu de fois où il sort, du coup, il a un comportement qui est complètement déviant parce qu'il n'a pas appris à marcher en laisse, il n'a pas appris les codes sociaux avec ses congénères, donc ça part dans tous les sens. Donc voilà, donc on a besoin, effectivement, que ce soit moi ou un de mes confrères, de venir sur place, de venir constater quelles sont les habitudes des gens et qu'est-ce qui va manquer au chien qui fait qu'il va développer ces comportements déviants qu'il n'aurait pas initialement. Alors en fait, souvent, le comportement, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, c'est les propriétaires qu'il faut qu'ils changent de comportement. Pas l'animal. En fait, l'animal a ce qu'on appelle des comportements modifiés par le fait que les propriétaires ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. Bien sûr. Voilà, c'est ça la problématique. Et quand on apprend effectivement comment fonctionne un chien, comment fonctionne un chat, la façon dont il analyse son mode de vie, ce qu'on appelle son Umwelt, sa vision propre du monde, qu'on leur dit, voilà, votre animal, il fait ci, ça, pour les raisons suivantes, tac, 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 les gens comprennent et donc du coup peuvent remodifier l'éducation qu'ils lui donnent parce qu'ils comprennent le pourquoi du comment l'animal en est arrivé à faire ce type de comportement. Donc en fait, c'est de la rééducation et de la réhabilitation. Donc là, on fait appel à toi ou à un confrère pour voir le problème d'un chat ou d'un chien. Donc, vous avez une vacation, comme tu disais, de 3 à 4 heures, une demi-matinée, une matinée pour le premier contact. Pour le premier contact, un entretien avec le propriétaire. Et au niveau de la rémunération de ta prestation, est-ce qu'il y a un barème à respecter ou c'est une négociation avec la personne qui... Alors, non, c'est pas une négociation avec la personne parce que sinon, je crois qu'on ne gagnerait pas notre vie. Non, après, les barèmes, les tarifs sont fixés librement. Après, il ne faut pas non plus être dans l'abus. Voilà. Après, il y a des tarifications qui diffèrent dans la mesure où, par exemple, moi, n'ayant pas de locaux professionnels, moi, je me déplace systématiquement. Voilà, donc on va dire que les déplacements, plus la prestation sur place, c'est inclus dans un système de forfait, on va dire. Voilà. Moi, je suis beaucoup au forfait, à la journée, ou à la demi-journée. RVVS, dès votre réveil, vous écoutez RVVS. On va continuer les questions des auditeurs, chère Dunia. Et là, j'ai une question d'un auditeur de Limay. Oui. Et alors la question, j'ai eu 2 chats qui sortaient car on avait la chance d'avoir un parc à côté.
Mais je me demande toujours comment peut-on garder un chat en appartement sans sortir. Alors, ça se résout parce qu'il y a énormément de chats qui n'ont jamais accès à l'extérieur. Donc, je vais développer. Donc, en fait, les chats n'ayant pas accès en extérieur sont la plupart du temps des chats de race que les propriétaires ont donc payé très cher et qui n'ont pas du tout envie de voir leur animal voler ou disparaître dans la nature. Donc, c'est pour ça qu'ils les confinent en intérieur. Alors, un chat ayant accès déjà en extérieur est un chat heureux. D'accord ? Donc, toutefois, si le chat a été adopté à partir de 8 semaines d'âge, qui est donc l'âge légal d'adoption, sans avoir eu d'accès en extérieur en amont, il peut très très bien s'accommoder d'une vie en intérieur, puisqu'il n'aura pas connu l'extérieur, donc il n'aura pas de comparatif. Par contre, ça nécessite quand même des aménagements spécifiques. Je m'explique. Le chat a une vision du monde en 3D, d'accord ? Donc il aime vivre en hauteur. Donc l'idéal est de le laisser ou d'aménager des espaces en hauteur où il pourra aller se percher, se cacher. Aujourd'hui, il est vendu en animalerie, sur Internet, des parcours muraux spécialement conçus pour répondre aux besoins du chat. Donc des tunnels, des cabanes, des perchoirs. La plupart du temps, les gens ont un arbre à chat. Un chat d'intérieur, il doit aussi bénéficier d'un accès près des fenêtres afin de pouvoir observer la vie en extérieur. Donc ça peut lui prendre des heures d'observation. Effectivement, les gens, les allées et venues dehors, il adore. Le chat adore également observer les aquariums pour les personnes qui possèdent effectivement des poissons. Il faut respecter effectivement son balisement territorial au sein même de son habitation. Donc ça, c'est très 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 important. Quelle que soit la surface de votre logement, le chat délimitera des zones à l'intérieur de ce logement, donc qui vont être balisées par des griffades et des marquages phéromonaux. Vous savez, quand le chat, avec ses fanères, d'accord, ou ses vibrisses, avec ses moustaches, va venir effectivement frotter les meubles, frotter le long des parcours, etc. Il fait des marquages phéromonaux, donc au sein de l'habitation. Ensuite, ces zones, elles sont délimitées par zone de sommeil, zone d'alimentation, zone d'élimination, zone de jeu, etc. Voilà. Donc ça, déjà, c'est des choses qu'il va falloir respecter lorsque vous avez un chat qui vit uniquement en intérieur. Alors, pour maintenir un chat en bonne santé mentale et physique en intérieur, idéalement, il faut conserver son instinct de chasse. Alors, comment vous pouvez faire puisqu'il ne peut pas sortir ? Alors, au lieu de lui mettre tout simplement un distributeur de croquettes dans la cuisine, vous pouvez prendre différents ramequins, mettre ces croquettes dans différents ramequins et justement les dispatcher au sein de votre habitation afin justement de casser cet ennui et de pouvoir lui donner encore, le leurre d'avoir cet instinct de chasse pour pouvoir se substituer à sa nourriture. Il va donc devoir trouver les cachettes de la maison. Voilà, donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font très, très, très fréquemment. Il faut passer aussi du temps avec son chat, il faut jouer avec lui, etc. Oui. Alors maintenant, et ça c'est une nouveauté, Zine, oui. Il n'est pas rare, et même moi je le prodigue lors de mes formations diverses, de faire de son futur chaton, d'en faire un chat-chien. Alors, c'est quoi un chat-chien ? C'est-à-dire récupérer un chaton et de l'éduquer comme si c'était un chien. Alors, évidemment, le chat n'a pas la même vision du monde que le chien, mais on va le détourner pour en faire un chat-chien, c'est-à-dire pouvoir le sortir dehors en laisse et en harnais. Oui. On prend le fait d'un Maine Coon, par exemple, qui est devenu le chat préféré des Français. On est d'accord que personne ne va vouloir aller laisser son Maine Coon dehors comme ça, divaguer comme un chat de gouttière. Mais par contre, si vous l'habituez tout petit, votre Maine Coon, à lui mettre une laisse, un harnais, et le laisser vous accompagner, aller chercher votre baguette, prendre régulièrement la voiture sans forcément aller chez le vétérinaire, l'emmener avec vous en vacances, il va avoir accès à l'extérieur pendant des moments limités. Donc, il va avoir les codes de dehors en étant après parfaitement équilibré en intérieur. D'ailleurs, ça donne un bon mixte entre intérieur et extérieur. Parce que finalement, un chat, si vous le prenez tout petit, que vous l'habituez à être promené en laisse, etc., s'habituera. Oui, sauf que ça fait des générations et des générations qu'on dit aux gens qu'un chat est territorial et qu'il ne peut pas sortir de sa maison. Mais c'est faux. Il y a autre chose. Dounia, on dit que le comportement d'un chat né à la campagne diffère de celui né en ville. Est-ce véritable ? Oui, c'est vrai. Ah bon ? Ah bah complètement, parce qu'en fait, pour des raisons évidentes, c'est-à-dire qu'on a un environnement à la campagne qui, en termes de niveau sonore, est bien plus faible que l'environnement d'une ville, avec tous les bruits que ça génère, donc la circulation des voitures, les klaxons, les travaux urbains, etc. Lorsqu'un chat est né dans un élevage à la campagne, il est donc dans un environnement qu'on appelle pauvre en stimuli.
Alors évidemment, on va avoir le chant des oiseaux, le bruit des vaches, le clocher de l'église, etc. Mais en termes de décibels, le nombre de décibels est bien plus faible que les décibels que génère le bruit d'une ville. D'accord ? Donc du coup, lors de son adoption, si vous avez acquéri un chat dans un élevage qui est normalement en pleine campagne et que vous habitez effectivement au cœur d'une ville, la transition environnementale, elle est particulièrement violente. Et c'est lors en fait des premières semaines de vie d'un chaton, ce qu'il faut savoir, ou même d'un chien, ou même d'un humain, on a une zone neuronale, d'accord, qui va enregistrer tout un tas de bruits, qui fait qu'à un moment, on va être capable de gérer nos émotions lorsqu'on va être en face de ce bruit-là. D'accord ? Donc, un chat sort de la campagne, qui n'est pas du tout habitué tout d'un coup aux circulations, aux klaxons, aux sifflets, etc., va prendre peur puisque ce sont des bruits qui initialement n'ont pas été enregistrés dans sa zone neuronale. Voilà, donc on rencontre la même chose avec le chiot. C'est d'ailleurs pour ça que tout d'un coup, quand vous avez un tout petit, un chiot ou un chaton à la maison, il ne connaît pas le bruit de la machine à laver à l'essorage. Vous branchez l'aspirateur, il est pris d'une panique absolue parce qu'effectivement, ce sont des bruits qu'il n'a pas eu l'habitude d'entendre et que la zone du cerveau ignore. Donc, par réflexe, ça déclenchera des attaques de panique. Voilà. Dunia, c'est très passionnant ce que vous nous racontez. C'est Merci. très, très intéressant. J'espère que les auditeurs tirent profit de tous ces conseils. On a beaucoup de questions, malheureusement. Oui, Vu le temps, on ne peut pas tout je me doute. passer. Mais j'espère, franchement, je l'espère, qu'on aura une autre occasion pour que tu puisses venir encore nous parler de cette passion des chiens et chats. Eh bien, écoute Zine, si cette émission a remporté un vif succès et que les auditeurs en redemandent, ce sera avec plaisir que je reviendrai te voir. Voilà, on arrive au terme de cette émission qui était consacrée aux animaux domestiques, les chats et les chiens, avec notre invitée Dunia, à qui je cède la parole pour une conclusion. Ah bah écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, Zine, pour conclure, on peut dire qu'en fait, pour éviter une mauvaise communication homme-animal, en fait, plusieurs choses très simples. Il est primordial déjà de bien se renseigner en amont sur l'espèce animale souhaitée, comme son mode de vie, savoir si c'est un animal diurne, nocturne, qui nécessite une dépense physique ou pas, mais surtout, vous intéresser à l'animal qui correspond à vos besoins et non pas un animal que vous allez choisir pour son physique ou du coup aussi par l'effet mode du moment. Ça, c'est des choses qu'on combat beaucoup, les effets mode, voilà. Donc, on ne prend pas effectivement, on va dire, un husky si on vit dans un studio et qu'on est sédentaire. Voilà, c'est un animal, si je prends le husky par exemple, un chien de grands espaces qui a besoin d'une dépense de 4 à 6 heures par jour. Voilà, donc c'est des choses évidentes comme ça éviterait tout un tas d'abandons, tout un tas de maltraitances, tout un tas de comportements donc déviés par l'animal parce que l'humain ne répond pas à ses besoins physiologiques et spécifiques. Donc voilà. Après, là où moi je vais intervenir, c'est que moi j'aimerais beaucoup, mais ça malheureusement c'est toujours difficile à convaincre, que les gens avant qu'ils prennent un animal viennent se former. C'est hyper important. Voilà, donc moi je propose des journées thématiques pour initier les propriétaires d'animaux de compagnie ou perfectionner effectivement des professionnels exerçant déjà dans les métiers animaliers. Donc voilà, je propose l'initiation au premier geste de secours canin et félin. D'ailleurs, la prochaine date est le 15 mars au lycée agricole de Maule. Je propose aussi le medical training, donc les choses qu'on a parlé tout à l'heure, apporter des soins médicaux ou d'hygiène à un animal en ayant son consentement pour la manipulation. Donc ça, c'est pareil, je vous attends le 22 mars au lycée agricole. Les troubles du comportement thématiques d'aujourd'hui, je passe une journée entière avec des candidats le samedi 24 mai, toujours au lycée agricole de Maule. Voilà. Et puis pour ceux éventuellement qui veulent se former au métier animalier pour en faire une future profession, je propose également la formation à la cassette du 14 au 18 avril, également au lycée agricole de Maule. Voilà. Donc toutes ces dates de ces formations sont disponibles sur mon site internet www.psycho4pattes.com. Voilà. Et sur les réseaux sociaux avec le même titre, Psycho 4 pattes. Dunia, au nom de tous les auditeurs de l'émission Ici Paris, on te remercie infiniment de ces conseils précieux et que j'espère utiles pour tous les maîtres de chats ou de chiens. Et puis après, je pense prévoir une autre émission avec toi qui sera vraiment une émission où on peut effectivement avoir toutes les questions des auditeurs parce qu'on a reçu beaucoup, mais on ne peut pas passer en 1 heure. C'est malheureusement
On n'a pas beaucoup de temps. Voilà, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Merci, c'est gentil. Vraiment. Voilà les auditeurs, donc je vous donne rendez-vous le mardi prochain pour une autre émission sur peut-être sur un autre thème. D'ici là, portez-vous bien et à mardi. Ici Paris, Carrefour.